Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour notre webinaire dédié au sujet des modifications de machines. Nous commencerons dans 2 minutes, ce qui va me laisser le temps de vous communiquer quelques informations pratiques. Tout d'abord, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pourrez poser vos questions via le chat tout au long de l'intervention. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour nous signaler toute difficulté technique. Ma collègue Lara est dans les coulisses pour veiller au bon fonctionnement technique du webinaire. Nous prendrons le temps de répondre à quelques questions en milieu de réunion, mais aussi bien sûr à la fin de l'intervention. Si toutefois nous n'avions pas le temps de toutes les traiter, nous vous enverrons dans les jours qui viennent un document avec toutes les réponses qui seront compilées. On vous enverra également la présentation PowerPoint et le lien pour que vous puissiez voir le replay puisque le webinaire va être enregistré. Et puis, dernière information, avant de vous déconnecter, un bref questionnaire de satisfaction vous sera proposé et je vous remercie par avance pour votre retour. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. C'est quelques informations pratiques. Je vous le rappelle, ce webinaire est consacré aux impacts que peuvent avoir les modifications d'une machine pour son utilisateur. Ce webinaire est le 3e d'une série de 4 que nous avons organisé ce printemps sur la réglementation des machines. Tous ces webinaires sont organisés dans le cadre de nos activités au sein du réseau Enterprise Europe Network. C'est un réseau européen initié par la Commission européenne auquel la CCI appartient depuis très longtemps. Et pour l'organisation de nos webinaires, nous avons travaillé avec le CETIM et Bureau Veritas. Pour rappel, les 2 premiers webinaires portaient respectivement sur la notice et la réception d'une machine. Et le dernier, qui aura lieu le 24 juin, portera sur la cybersécurité des machines. Aujourd'hui, nous allons aborder les conséquences et les responsabilités liées à une modification d'une machine en service. En effet, les machines en service sont fréquemment modifiées par les utilisateurs. Or, il n'existe pas de texte dédié aux opérations de modification, ni dans le Code du travail, ni même au niveau européen. Et pourtant, vous allez le voir, la notion de modification est très complexe. Alors, cependant, il existe un guide technique sur le sujet qui a été rédigé conjointement par le ministère du Travail et le ministère de l'Agriculture et il va être évoqué lors de l'intervention. Alors, nos 3 intervenants du jour, en l'occurrence Ludovic Yernard, Guillaume Andreau et Olivier Loss de Bureau Veritas, vont nous apporter des éclairages et toute leur expertise. Ils nous préciseront la définition et les limites d'une modification. Ils nous diront comment traiter les modifications en illustrant leurs propos avec des exemples et ils aborderont la mise en œuvre du guide que je viens d'évoquer précédemment. Voilà, messieurs, je vais vous laisser la parole, mais avant, un tout petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là au début. Vous pouvez poser vos questions tout au long de l'intervention via le chat. Donc, n'hésitez surtout pas et nous prendrons le temps d'y répondre dans la mesure du possible. Si elles sont vraiment toutefois trop nombreuses, comme je vous le disais, on vous enverra un document une synthèse de toutes les réponses par la suite. Voilà. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Ludovic Yernard. Je vais vous présenter la majorité de cette petite présentation. Donc, comme vous l'avez bien dit, on va commencer par qu'est-ce qu'une modification. Donc, ce fameux guide, c'est la 2e version qui est sortie en juillet 2019, qui est venu compléter un premier guide qui était sorti en novembre 2014. Alors, il n'y a pas eu de modification majeure, il est venu juste rajouter des quelques compléments d'informations pour être un peu plus précis. Après, on verra vraiment le contenu du guide et un peu d'où il vient, ses origines, etc. On parlera des quelques exemples concrets qui ont été rajoutés dans le fameux guide de la version de 2019 et on vous expliquera comment Bureau Veritas peut vous accompagner et on fera un petit point sur les questions-réponses.
Donc, qu'est-ce qu'une modification? Il y a un champ d'application pour le guide, forcément. Ça va être uniquement pour des opérations pour lesquelles un employeur modifie ou fait modifier pour son propre compte une machine en service. Donc, la machine en service est très important et on vous dit que c'est à l'exclusion de tout autre. Il faut que la machine soit en service pour que le guide s'applique. Donc, on ne va pas appliquer le guide forcément sur des machines neuves, sur des machines d'occasion où on va parler de première mise sur le marché, puisque dès qu'une machine, par exemple, vous achetez ou vous faites importer une machine qui vient d'Australie, même si la machine a 40 ans, à partir du moment où elle rentre pour la première fois sur le sol européen, on considère que c'est la première mise sur le marché, donc elle doit être considérée en termes de règles, de certification et par rapport à la directive machine. Tout ce qui va être revente, machine d'occasion ne rentre pas dans le cadre du guide et les modifications des conditions d'installation ne rentrent pas dans le guide puisqu'il faut que ça touche physiquement une modification sur l'équipement. Dans le guide, on va rappeler quelques définitions. Donc, on rappelle la définition de la fonction, les mouvements élémentaires, déplacement, rotation, tout ce qui est partie concurrente à la sécurité, les fonctions de sécurité, gestion d'arrêt d'urgence, barrage immatériel, etc. On va rappeler la fameuse application définie. Donc, type d'utilisation, c'est l'ensemble des fonctions pour réaliser l'application définie. On voit par exemple le chariot, son application définie, ça va être de déplacer des charges en vrac sur palette, etc. Alors, il y a bien sûr des définitions avec des exemples un peu concrets. On va vous dire qu'une modification, ça va être l'ajout ou la suppression d'une fonction. Vous ajoutez par exemple sur une machine existante un nouveau doseur, voilà, c'est un ajout. Si sur une machine existante en extrémité, j'avais un robot qui faisait de la palettisation automatique, je le retire, c'est aussi une modification. L'ajout d'un équipement interchangeable, c'est-à-dire que sur une pelle, vous aviez tout un tas d'équipements, des godets, etc. Et vous rajoutez un nouvel équipement interchangeable qui n'a pas été prévu par le fabricant d'origine, on va considérer que c'est une modification. Des assemblages de machines, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regroupez plusieurs machines ou quasi-machines ensemble pour en faire une nouvelle ou un ensemble de machines qui aura une application bien définie, on va considérer que c'est une modification à partir du moment où une de ces machines sera déjà en service. Et on va avoir la modification de l'application définie. Alors on a eu pas mal d'exemples, hélas avec la pandémie, où on avait des fabricants de machines qui voulaient changer la destination. Par exemple, machine à remplir des yaourts qui est devenue une machine à remplir des pots de gel hydroalcoolique. On fait une modification de l'application définie, donc ça rentre dans le cadre de la modification. Donc, n'est pas une modification la mise en œuvre d'une fonction prévue par le fabricant. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un fabricant sur une machine, dans la notice, a donné tout un tas d'options ou d'équipements interchangeables avec lesquels la machine peut fonctionner, pour lequel il a fait son analyse de risque, etc., donner les informations à la notice, on va considérer que ça a été prévu par le fabricant. Donc, c'est pas une modification. Tout ce qui va être opération de réglage, maintenance, d'entretien, bien sûr, ce n'est pas une modification. Remplacement d'une pièce référencée par le fabricant, c'est-à-dire que si votre fabricant a fait bien son travail, vous avez toute une liste de pièces de rechange. Vous remplacez une pièce par une pièce qui est référencée ou pour lesquelles vous avez les caractéristiques qui correspondent, on va considérer que ce n'est pas une modification. Tout ce qui va être mis en place d'un équipement interchangeable défini par le fabricant, on l'a dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas une modification puisqu'il a fait tout ce qu'il fallait. Tout ce qui va être intégration ou retrait d'un outil. L'outil, c'est quoi? On a un petit exemple, ça va être le forêt sur la perceuse, ça peut être un moule sur une presse. Voilà, tout ce qui est outil ne va pas être considéré comme une modification. Et toute opération de mise en conformité, c'est-à-dire que vous avez un rapport d'un organisme qui vous dit que l'équipement il n'est pas conforme sur tel et tel point. Le fait de la modifier pour la mettre en conformité, alors c'est une modification, mais ce n'est pas une modification qui rentre dans le sens du guide et pour lesquels on doit appliquer ce que demande le guide.
Donc la construction d'une machine à partir de pièces neuves ou usagées n'est pas non plus une modification. Il est rappelé que si vous prenez par exemple une vieille presse, vous récupérez le châssis et quelques éléments des vérins et que vous refaites toute la partie électrique, toute la partie hydraulique, vous refaites toutes les protections, vous refaites une machine neuve qui est donc soumise à la directive machine et non seulement au guide. Alors dans la deuxième version du guide, il y avait pas mal d'exemples qui ont été rajoutés qui permettent justement de mieux comprendre la problématique de à quel moment je suis sur une modification ou pas. On peut prendre par exemple un exemple, on vous dit remplacement d'une pièce. Donc le facteur à considérer, ça va être l'effet du remplacement sur la machine, durée de vie résiduelle, adéquation de la pièce aux contraintes, etc. Et donc, on vous rappelle que les exclusions, ça va être les machines CE sur lesquelles les caractéristiques de la fameuse pièce est déjà fournie. C'est-à-dire que si cette pièce, c'est pas exactement la même, mais que le fabricant a fourni les caractéristiques pour lesquelles la pièce de rechange les caractéristiques, pardon, je vais y arriver, à laquelle cette fameuse pièce doit répondre, si ça correspond, ça va pas être une modification. Il est très important pour le coup, on le voit en France par rapport à ce guide, c'est que un fabricant soit très exhaustif dans sa notice et fournisse un maximum d'informations parce que derrière l'utilisateur va se retrouver face au guide pour lequel si on n'a pas d'informations, on se retrouve à appliquer le guide et donc à monter un dossier de modification, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Alors on va prendre un autre exemple, modification de l'application définie. Ce qui est à prendre en considération, ça va être le fonctionnement global qui doit être apprécié. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à des organismes. Quand vous avez des doutes, on est là aussi pour aider les utilisateurs à savoir comment se positionner par rapport à la réglementation. Alors, on vous rappelle il faut éviter de faire des modifications de l'application définie si ça remet en cause le principe d'intégration de la sécurité. Et on vous rappelle aussi que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si on refait une machine neuve par rapport à quelques pièces d'occasion, là c'est la directive machine qui s'applique. Voilà. On va passer maintenant un peu plus dans tout ce qu'on va trouver dans le guide, en commençant par un peu un rappel du contexte et des enjeux. Le but du guide, c'est de permettre aux industriels de pouvoir, en fonction des contraintes qui peuvent y avoir commerciales ou etc., de pouvoir s'adapter au marché, de rester compétitif par rapport aux attentes du client et du coup de faire des modifications sans pour autant se retrouver sur des zones réglementaires qui n'étaient pas toujours claires et des obligations qui sont en termes de fabrication complexes. Donc le but, c'est de bien donner toutes les obligations et de définir on va dire, une procédure à mettre en place lorsqu'on va modifier les machines qui sont en service pour éviter de se retrouver avec des choses qui ne correspondent plus du tout en termes de risque à la réglementation en vigueur. Donc, il rappelle aussi dans le guide que l'implication et la coordination de chaque acteur est indispensable pour maîtriser la conformité d'une machine. Il faut faire attention à tout ce qui va être co-responsabilité, hein, puisque beaucoup d'acteurs sont responsables, c'est pas juste l'opérateur final, bien que le guide rappelle que dans le cadre des modifications, même si on fait appel à des sous-traitants extérieurs, réglementairement parlant, ça sera toujours l'utilisateur qui restera responsable de cette modification. La genèse, donc il y avait des limites dans la directive machine, c'est-à-dire que tout ce qui est transformation, reconstruction, modification n'était pas forcément traité, même s'il y a quelques sujets qui sont abordés dans les guides de la directive, mais ce ne sont pas des sujets clairement traités, donc qui laissaient des vides. Donc la genèse, il faut savoir que ce guide a été élaboré avec plusieurs acteurs.
vous avez des préventeurs, tout ce qui est CARSAT, vous avez des branches professionnelles aussi qui sont intervenues, la Direction générale du travail, des organismes de vérification qui sont membres, alors COPREC aujourd'hui qui s'appelle Filiance, l'INRS, etc. Donc il y a eu des groupes de travail pour élaborer ce guide. Donc on va trouver dans le guide donc les chapitres 1 et 2, c'est les modifications et les exemples. Dans le chapitre 3, les obligations réglementaires. Et dans le chapitre 4, la démarche de prévention et la méthodologie. Ça permet donc d'apporter des précisions pour répondre à l'obligation de maintien en conformité. Donc cette obligation de maintien, faut savoir qu'elle existe, hein, elle est dans le Code du travail. Le guide a apporté une méthodologie claire, par contre, il n'a pas inventé des obligations, ce sont des obligations qui existaient déjà. Ça a le mérite de les regrouper et de préciser les choses. Donc l'article 4321-1 du Code du travail vous rappelle qu'il y a obligation pour les équipements de travail et moyens de protection qui sont mis en service ou utilisés dans des établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. Il y a aussi un autre article qui est l'article 4121-2 qui lui rappelle tous les principes généraux de la prévention. Donc on va avoir cette obligation d'évaluer les risques, de les combattre à la source, et aussi un point qui est important, c'est l'obligation de tenir compte de l'évolution de la technique. Alors, à chaque fois qu'il est techniquement possible, le but c'est de se référer aux objectifs de sécurité les plus récents. Un petit rappel, alors j'ai un petit bruit en fond, je ne sais pas qui a un micro, si vous pouvez le couper. Un petit rappel, on a deux directives qui tournent autour de la directive machine, des machines, pardon. Il y aura la directive machine qui va donner des règles de conception et la directive sociale qui va expliquer un peu comment utiliser ces équipements de travail, les maintenir, les faire surveiller, etc. Et alors on vous a mis une petite flèche d'étang puisque dans le guide, on vous rappelle que réglementairement, on va toujours s'appuyer sur la réglementation applicable lors de la conception première de la machine. Et on verra après, on vous explique aussi dans le guide que quand on va faire des modifications, par contre, on va tenir compte de cette fameuse évolution de la technique et appliquer les normes d'aujourd'hui. Mais en termes de réglementation rattachée, c'est-à-dire que quand vous faites un appel à un organisme, quand il va évaluer la conformité, il va toujours l'évaluer par rapport à la réglementation de l'année de fabrication. Donc, petit rappel, hein, avant 1993, il n'y avait pas de directive européenne. Donc, toute machine mise en service avant 93, aujourd'hui, c'est le Code du travail qui transposition de la directive sociale qui va donner des règles minimales à respecter. Il y a une période transitoire entre le 1er janvier 93 et le 1er janvier 95 où les fabricants pouvaient choisir entre les anciennes réglementations des pays ou la nouvelle directive européenne. Il faut savoir qu'en France, il existait déjà un décret de 80 qui imposait des règles de conception sur certaines machines. Après, de 95 à 98, la première directive, c'était la 89-392, qui a ensuite été remplacée par la 98-37, alors qui était qui était pas une nouvelle directive, mais qui regroupait pas mal de directives qui étaient sorties entre 89 et 98, puisqu'il y avait pas mal de petites directives qui venaient rajouter des compléments à la 89-392. Donc la 98-37 est venue regrouper tout ça dans un seul texte. Ensuite, il y a la 2006-42, donc qui est la directive de référence d'aujourd'hui, qui est sortie avec une mise en application au 30 décembre 2009. Il y a une directive, la 2009-127, qui est venue modifier cette 2006-42 pour tout ce qui est pesticides. Mais la référence, quand on fait référence à la directive machine, c'est bien 2006-42 CE, du coup modifié, qui est la référence. Donc Guillaume, je ne sais pas si tu as déjà quelques questions. Alors, pas forcément de questions dans le chat, donc je fais un rappel
toute question, vous pouvez les poser dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre en live ou plus tard, si jamais ça permet d'étayer un peu nos éléments de réponse. Si je peux me permettre de faire une interaction là, par rapport à ce que tu as pu dire jusqu'à présent, Ludovic, est-ce qu'il pourrait permettre d'apporter des éléments de réponse? Moi, j'ai eu une question là dernièrement de la part d'un… J'entends plus, moi. Je vous entends très très mal, Olivier. C'est Guillaume, je pense que vous C'est Guillaume? Guillaume, on entend pas bien. Je vous entends très très mal, oui. Ça fait un écho. On m'entend mieux? Oui, vas-y. Ah, ça fait un écho. Bonjour l'écho là? Allez-y. Ouais, je faisais un rappel en disant que toutes les questions seront bien sûr répondues en direct ou par complément de réponse à la suite du webinaire. Ce que je disais, c'était que préciser un peu ce qui avait été dit jusqu'à présent. Une question qu'on m'a posée dernièrement là chez un client utilisateur. Donc la question était: je souhaite déplacer ma machine dans mon atelier de production. Je suis désolée, mais on vous entend pas. Réaliser un dossier de modification. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc je répète. La question, c'est une personne qui demandait si lors d'un déplacement, est-ce qu'on devait faire un dossier de modification? Donc Olivier, si tu peux répondre à la question, s'il te plaît. Oui, mais du coup, je dirais que non, le déplacement d'une machine dans l'atelier n'est pas considéré comme une modification au sein du guide. Cependant, il serait intéressant d'assurer la sécurité dans sa future implantation. Vérifier que les règles d'installation sont correctement appliquées, notamment au vu de la notice d'instruction du fabricant, que la machine soit correctement réinstallée. Tout à fait. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les conditions d'utilisation ne sont pas considérées comme une modification au sens de ce guide. Par contre, il y a des règles, c'est-à-dire il y a quelques articles dans le Code du travail qui imposent des règles d'utilisation des équipements, que ce soit fixe ou mobile. Donc en effet, le fait de déplacer des machines, il va falloir s'assurer que ces règles soient toujours bien respectées. Pour autant, c'est pas considéré comme une modification, donc le guide ne s'appliquera pas. Très bien, écoutez, je vais continuer. Alors, le dossier de modification. Donc le but, c'est de justifier du respect un peu des obligations réglementaires. Ça va servir de mémoire aussi pour l'équipement. On va justifier du maintien en conformité de la machine malgré les modifications apportées. Il y a des documents de référence, tout ce qui va être notice d'instruction, fiche de poste, information, etc. Alors, il faut pas confondre par contre le dossier de modification avec le carnet de maintenance imposé par l'article 43 R4329-19. Ce n'est pas non plus un document qui peut venir remplacer le document unique qui est imposé par l'article 4323-19. Je pense qu'il y a une erreur là. C'est pas non plus une notice d'instruction ou d'information ou de formation. Le but, c'est de monter un dossier qui va permettre de justifier un peu comme est imposé le dossier technique à un fabricant de machines, ça va être de justifier que les modifications qui sont apportées ne présentent pas de risque et répondent à l'ensemble, on va dire, des exigences essentielles de santé et de sécurité. Et donc, ce dossier de modification va comporter les différentes pièces qui le permettent. Donc, bien sûr, dans un dossier, on va avoir tout ce qui est historique. Et donc, on va retrouver dans un dossier de modification, bien sûr, la nature et l'objectif de la modification. On va lister, on vous demande de lister tout ce qui va être normes et référentiels qu'on va appliquer à la modification. Et un des premiers outils qui est très utile et qui va servir lorsque l'on fait une modification, ça va être faire une analyse de risque.
C'est-à-dire que vous êtes utilisateur, vous voulez modifier une machine, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de faire une analyse de risque de la modification. Quels sont les nouveaux risques qui vont être pouvoir apportés par cette modification? Commencez à y réfléchir en mettant des solutions en face. Derrière, si vous faites appel à un sous-traitant pour faire ces modifications, le guide vous dit que vous devez faire un cahier des charges et que l'analyse de risque que vous avez fait devrait être fournie dans le cahier des charges. Ensuite, donc les modifications vont être faites par vous ou par le sous-traitant, et le sous-traitant, lui, va devoir vous donner toutes les pièces justificatives qui permettent de monter ce fameux dossier. Ça va être des notes de calcul de solidité si on parle de structure, ça va être des notes de calcul de fiabilité, de niveau de performance PL ou de SIL, si on fait des modifications sur les circuits de commande. Ça va être des justifications, par exemple, de temps d'arrêt, si on rajoute un barrage immatériel, être sûr qu'on l'ait mis à la bonne distance, donc avec des mesures de temps d'arrêt, etc. Ça va être des notes de calcul, si on fait l'armoire électrique, ça va être des notes de calcul sur la partie électrique, dimensionnement des protections, des câbles, etc. Donc ça va être vraiment toutes les pièces qui permettent de justifier que les modifications qui ont été apportées ne présentent pas de danger, tout simplement. Alors, on va faire une légère explication sur les niveaux de PL et PLR. On a souvent les questions, savoir, voilà, j'ai une vieille machine, je change quelques éléments sur ma chaîne de sécurité, est-ce que c'est une modif? Alors, on vous explique dans le guide que à partir du moment où vous changez une pièce et qu'elle ne correspond pas à ce qui a été donné par la notice, ou comme sur des anciennes machines non CE où il n'y avait pas forcément de notice, là on n'a pas trop d'infos, donc il va falloir regarder si ce changement a des impacts pendant l'analyse de risque, et s'il y en a, du coup cette modification, on devra faire ce fameux calcul qui est une obligation de l'état de l'art, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne peut plus justifier d'un niveau de fiabilité sur des machines sans appliquer la 13849 ou la 62061, mais qui est beaucoup moins utilisée, puisque la 13849, ça va être tout ce qui est sécurité des circuits de commande des machines, que ce soit des machines avec de l'électrique, de l'hydraulique, du pneumatique, etc. Alors que la 6261 va se limiter à la partie purement électrique et électronique programmable. Donc on voit beaucoup plus la 13849 pour le coup sur des machines, puisque c'est pas rare qu'on se retrouve avec quelques petits vérins, des choses comme ça. Donc rapidement, voilà, donc il y a quelques points à connaître sans pour autant le maîtriser. On va parler de PL et de PLR. Donc le PL, c'est le niveau de performance, et le PLR, c'est le niveau de performance requis. C'est ce qui va être déterminé dans l'analyse de risque au départ. Voilà, j'ajoute une fonction de sécurité, il va falloir que je détermine son niveau de performance pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaillance et que ça n'apporte pas de risque supplémentaire. Pour ça, on va avoir trois critères qui vont être: le premier, la sévérité. On vous explique dans la norme, voilà, tout ce qui va être blessure réversible, ça va être du S1, et tout ce qui est réversible et le décès, ça, on va partir sur du S2. Après, on va analyser par rapport à la fréquence d'exposition à l'élément. Par exemple, j'ai un barrage immatériel, si je passe toutes les 20 minutes, on va considérer que c'est du F2, puisque c'est un quart d'heure qui va être le point de référence. Si je passe toutes les 10 minutes, c'est du F1, pardon, tout à l'heure, j'ai une bêtise. Et si je passe sur toutes les 5-10 minutes, là, on va être en dessous du quart d'heure, donc fréquence d'exposition élevée. On va partir sur du FE, F2, je vais y arriver, excusez-moi. Et donc, le P qui est la possibilité d'évitement, donc qui là vont être liés à la vitesse des machines, à la connaissance des utilisateurs. Est-ce qu'on est sur des gens qui sont bien formés? Est-ce que ce sont des intérimaires, etc. Donc ça, il y a des critères qui rentrent en compte. Et avec ces trois critères, on va déterminer le PLR qui va partir de A à E, sachant que A étant le moins contraignant et E est le plus contraignant.
Donc, autre obligation qui viennent dans le guide, ça va être la formation. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il faut bien sûr faire l'analyse de risque, on va monter toutes les pièces, etc. Et à un moment, il va falloir surtout former le personnel, puisque c'est bien beau de faire des modifs comme il faut, mais il faut aussi informer l'ensemble des opérateurs de la façon dont on a modifié la machine et quels sont potentiellement les impacts. Donc, le guide rappelle qu'il faut mettre à jour la notice d'instruction, quand elle existe bien sûr, mais on va mettre à jour la notice d'instruction par rapport aux modifications qu'on a apportées et on va à nouveau former donc, le personnel. Donc il y aura aussi des formations du personnel de ceux qui vont faire les modifications, puisqu'il faut éviter de faire ces modifications par des personnes qui ne maîtrisent pas les règles et les fameuses exigences essentielles de santé et de sécurité. Alors dans le guide, il y a pas mal d'exemples concrets symbolisés par les petits symboles que vous voyez aujourd'hui qui permettent à un peu mieux comprendre. Et ça pour chaque on va dire élément, c'est-à-dire que ce soit pour une fonction, une fonction étant remplacée, une fonction est déplacée, ajoutée, dupliquée, supprimée. Et ça, ils ont fait la même chose pour donc la fonction, l'élément, l'équipement interchangeable, le composant de sécurité. Vous voyez que par exemple un équipement interchangeable qui n'est pas prévu par le fabricant, déplacement, ça n'a pas lieu d'être. La duplication, ça n'a pas lieu d'être puisque duplication d'un équipement interchangeable, ça va être la conception d'un nouvel équipement, donc c'est la directive machine. Et que la suppression, ça n'a pas lieu d'être parce que supprimer un équipement interchangeable, vu que c'est un équipement qu'on enlève et qu'on retire en permanence sur le tracteur ou sur le chariot, ça ne joue pas. Donc pour chaque, il donne un exemple. Si on prend par exemple un composant de sécurité, pour la partie remplacement, on vous dit on va remplacer un barrage immatériel par un autre. Sur une table de siège, on va déplacer par exemple un tapis sensible. Pour l'ajout d'un composant de sécurité, on ajoute par exemple un interverrouillage sur une trappe d'accès. Pour la partie duplication, on va par exemple sur un îlot robotisé, on va adapter la caractérisation, donc ajout d'un portillon d'accès de maintenance interverrouillé supplémentaire pour tenir en compte des déplacements des opérateurs. Voilà, le fait de rajouter ce composant de sécurité, ça en fait une modification, et ainsi de suite. Donc on ne va pas tous les citer, c'est pour vous montrer vraiment les fameux exemples qui ont été rajoutés, qui est un tableau de synthèse qui sert énormément et qui permet de mieux comprendre ce fameux guide, sachant que dans la première version du guide, là on parle d'ensemble de machines, c'était pas forcément bien expliqué. Et donc, machine neuve et machine en service dans son ensemble. Voilà. Alors, je ne sais pas, Guillaume, si tu as récupéré ta connexion. Alors, j'ai coupé ma caméra pour qu'il y ait plus de bande passante. Je ne sais pas, vous m'entendez là mieux que tout à l'heure? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Okay. Tu nous présentes rapidement comment Bureau Veritas aide? Donc, pour la mise en œuvre du guide de modification, nous, ce qu'on pas mieux, Guillaume, je vais le faire. Ah, je vais le faire, Guillaume. Excusez-nous. Donc, pour vous aider dans la mise en œuvre de ce fameux guide, Bureau Veritas, comme tout organisme, peut vous accompagner. Le but, c'est d'optimiser vos investissements et de manager comme il faut la maîtrise de la conformité. Il faut essayer de bannir les anciennes pratiques, c'est-à-dire qu'on nous appelait souvent à la fin quand tout était terminé et on se retrouvait avec des non-conformités qu'il fallait traiter. L'idée, c'est de vraiment que vous fassiez intervenir les bureaux de contrôle dès le départ, que l'investissement soit plus important à la base, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez des investissements moins lourds, puisque, bon, ça paraît pas comme ça, mais quand on intervient sur une machine qui est déjà faite et que vous retrouvez pas mal de non-conformités, ça veut dire obligé de démonter, faire intervenir les gens, perte de production, etc. Alors que quand on intervient dès
les phases amont, que ce soit en avant-projet ou en termes de validation des modifications sur plan et schéma, ça coûte beaucoup moins cher de déplacer un trait sur un plan que de déplacer une grille concrètement dans l'atelier où il faut retirer des choses, en rajouter, etc. Donc on a la possibilité d'accompagner l'ensemble des bureaux de contrôle, on a la possibilité d'accompagner les fabricants mais aussi les utilisateurs. Et si on prend cette modification, on va commencer par faire du diagnostic d'assujettissement. On va bien déterminer déjà si ça rentre bien sous le code du guide ou pas, et quelles sont les normes et règles qu'il va falloir appliquer. On va être en capacité d'aider à la rédaction de tout ce qui est analyse de risque et faire l'analyse de risque avec vous si besoin, ou de les valider tout simplement. Ça va être l'aide à la rédaction de cahiers des charges et aussi d'analyse des réponses, parce que des fois, rien qu'en analysant les réponses par rapport à des cahiers des charges, on se rend compte du niveau de compréhension et de connaissance de la réglementation sur les réponses des appels d'offres. On va pouvoir aider sur tout ce qui est calcul de PL ou de niveau de SIL, donc tout ce qui va être lié à la fiabilité des circuits de commande. On va pouvoir valider tous les plans, schémas, etc. avant les modifications pour éviter de partir sur des modifications qui ne soient pas adaptées. On va avoir aussi tout ce qui va être réception des machines modifiées, faire des levées de réserve s'il restait quelques points. On peut assister les utilisateurs à élaborer leur dossier de modification et on peut former tout le personnel, que ce soit former le personnel sur la façon de gérer les sécurités sur la nouvelle machine, mais aussi former les opérateurs de maintenance, par exemple, sur qu'est-ce que le guide et qu'est-ce que je dois faire quand je change une pièce, etc. Donc pour tout ce qui est formation, Bureau Veritas forcément a un service formation. Il y a des formations, que ce soit intra ou inter-entreprise. Il y a pas mal de formations sur la partie machine, que ça va être tout ce qui est maintien, conception et modification, calcul de fiabilité, etc. Du coup, Guillaume, Olivier, je vous laisse la main, savoir s'il y a eu des questions-réponses qui ont été posées sur le chat. Alors, je fais un essai de micro. Il y a eu une question qui a été posée. Donc, c'était comment peut-on obtenir le guide? Donc, je vais répondre à la question en mettant le lien internet sur le site du ministère du Travail. Qu'en est-il d'un déplacement sur un autre site délocalisation vers l'étranger? Donc, ce que j'ai précisé, c'est le guide de modification est un guide publié par la DGT, donc ne peut être pris en compte que sur le sol français. Oui. C'est les deux seules questions qu'on a eues. Encore une fois, pour rebondir un peu sur ce qui a été énoncé par Ludovic, des cas un peu concrets qu'on peut retrouver. Je pense qu'il y a une question moi, qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps. Donc, un client utilisateur qui souhaitait faire un rétrofit de sa partie automatisme sur sa machine en service, donc refondre de l'automate programmable, dédié vraiment juste au process de la machine et de l'interface. Donc, on était sur de la boutonnerie, il souhaitait avoir un interface un peu écran tactile. Donc, est-ce que ça répond au sujet du guide et de la réalisation d'un dossier de modification? Du coup, oui, ce type de modification, du coup, puisqu'on modifie un automate, on remplace un automate ou tout un système électrique, rentre bien dans le cadre du guide de modification. Donc, dans ce cadre-là, vous êtes obligé de réaliser une analyse de risque et le dossier technique de modification. Voir si les interfaces opérateurs peuvent générer d'autres risques ou pas, est-ce qu'ils sont bien positionnés. Ça rentre dedans, oui. On va faire un dossier complet de modification et faire, je pense, une mise à jour de tous les schémas électriques et de la notice d'instruction s'il y a des modifications notables dans l'utilisation et la maintenance.
Ok, il y a une autre question, Olivier. Donc, je suis client utilisateur d'une installation de 1993. Je dois faire réaliser remplacement de sa partie automatisme pour des raisons de vétusté, maintenabilité du matériel. Est-ce une modification au sens du guide? Dois-je demander un nouveau marquage CE du matériel? De 1993. Ouais. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est la partie automatisme qui est remplacée. Mais ça revient, non, on rentre dans le cadre des modifications de machines, du coup, aussi. Tout à fait. Et il y a un dossier technique à réaliser de modification avec une analyse de risque et voir si tous les bons niveaux de sécurité sont atteints partout, du coup, suivant l'étendue de la modification. Voilà. Alors, petit complément, il faut savoir qu'une machine, à partir du moment où elle a été certifiée, il y a, on va Ludovic? pas redemander un CE. Les seuls moments où on en a parlé, j'en ai parlé une ou deux fois, c'est que si je refais une machine, Il y a des vraiment, on vous entend plus, Ludovic? Je ne sais pas d'où. Bon. Vous m'entendez? Oui, Olivier, Ludovic, visiblement, a été écouté. Je reprends la main là sur ce que disait Ludovic, du coup, sur ce que disait Olivier. Donc, on rentre clairement vous entend dans le cadre pas, de Guillaume. modification là, sur ce qui entend est. Je disais, donc on rentre clairement dans le cadre du guide de modification là, sur la question qui vient d'être énoncée. Donc, dois-je demander un nouveau marquage CE du matériel? Alors, concernant les règles du marquage CE, donc pour une installation de 93, donc le marquage CE n'était pas de caractère applicatoire, hein, il est entré en compte à partir de 1995. Les notions de modification ne font pas appel à de nouveaux marquages CE. Le marquage CE, c'est pour les machines mises en service après 95. Les modifications ne font pas appel à un nouveau marquage CE. On établit un dossier de modification avec une méthodologie qui nous amène à établir un certain listing qui permettent à l'utilisateur de justifier du maintien en état de conformité de son matériel, mais il n'y a pas de marquage CE. Par contre, du coup, ça nécessite malgré tout de se mettre au niveau actuel de la réglementation sur les modifications qui seront apportées sur ce type de machine. Il n'y aura pas de marquage CE, mais on sera obligé de la mettre au niveau actuel. C'est ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on a une nouvelle question. Ouais, il y a une nouvelle question. Quel est le périmètre de l'analyse de risque à faire avant, après, seule la modif ou la machine entière? L'analyse de risque, il faut la faire sur la partie essentiellement modifiée et voir et sur les parties qui pourraient être impactées par la modification. Il faut aller voir si la modification il demande d'aller chercher un peu plus loin dans l'analyse de risque, si on génère un risque supplémentaire aussi. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai eu une coupure, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, c'est le périmètre, c'est la modification. Donc forcément, cette modification, des fois, ça va être l'ajout de machines supplémentaires neuves. Donc là, pour la partie utilisateur, ça va être assez simple. On va s'appuyer sur la déclaration de conformité du fabricant qui lui-même a fait son dossier, etc. Mais le périmètre, clairement, on ne va pas réanalyser la machine existante. On analyse la modification. Ça s'arrête là.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une question sur un remplacement d'un coffret de commande d'une machine années Alors, on a 80. une question qui est intéressante. Oui, ouais. Voilà, ouais. C'est quoi? Alors, tout ce qui est à destination de l'étranger, la réglementation européenne ne s'applique pas. Le guide, donc c'est un guide franco-français hein, qui ne s'applique qu'en France. Après, on s'appuie sur les directives européennes pour l'Europe. Le fait d'exporter du matériel, c'est la réglementation du pays dans lequel vous allez envoyer le pays qui va vous imposer des choses. C'est pas là, on peut pas vous répondre. Moi, personnellement, on connaît pas la réglementation en Malaisie, bien que je suis pas persuadé qu'il y ait grand chose. Mais le fait d'envoyer sur un autre pays qui sort de l'Europe, il n'y a pas de réglementation. Si on prend par exemple, il y a des réglementations, mais c'est pas la réglementation européenne. Si on prend un exemple d'une machine française qui est envoyée en Espagne, si cette machine est envoyée en Espagne et qu'elle était déjà CE, il n'y a pas de contrainte particulière. Par contre, une machine qui est modifiée une question intéressante en France. On a eu le cas de machines qui existaient en France, il y avait les mêmes en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne. On a dû repasser sur une certification globale parce qu'il y avait besoin de faire une modification sur ces machines. Parce que le guide de modification ne s'appliquait qu'en France et qu'on ne pouvait pas l'appliquer dans les autres pays européens. Et pour harmoniser tout ça, on a fait un marquage CE, on a refait un marquage CE pour l'ensemble des machines en Europe. Alors, il faut savoir que... Je peux me permettre de rebondir. Donc, Olivier, vous pouvez accompagner, Bureau Veritas peut accompagner par exemple une entreprise française qui aurait une filiale dans un autre pays européen et qui aurait un besoin de modifier une machine sur place. Vous pouvez accompagner? Oui, on doit pouvoir faire ça, oui. D'accord. Il faut savoir chez Bureau Veritas, on a des filiales franco-françaises et on a un service dédié aussi à tout ce qui est conformité machine monde. On a des équipes en France qui gèrent l'ensemble des clients internationaux pour pouvoir travailler sur des projets à travers le monde entier. Alors, à chaque fois, ça va tourner autour de la réglementation européenne. Il faut savoir que même si la directive machine ne s'applique qu'en Europe, de plus en plus, des gros utilisateurs demandent à ce que les machines qu'ils fassent rentrer sur leur site dans différents pays à travers le monde respectent la directive européenne qui est, on va dire, la référence la plus qui va demander le plus de choses et qui va être la plus sécuritaire pour les ouvriers. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Une question qui est intéressante dans le chat là. C'était un utilisateur donc qui dit si je fais appel à un intégrateur extérieur, c'est à lui de rédiger le dossier de modification. Non. Non, le guide est clair. Non, le guide est très clair. Après, bon, vous pouvez toujours, par contrat commercial, lui demander de le faire. N'empêche que s'il n'est pas bien fait demain, le guide est très clair là, sur ce point, c'est que c'est l'utilisateur qui est responsable de la modification et qui est responsable du contenu du dossier. Donc oui, on peut toujours commercialement mettre en place un contrat et demander à ce que le sous-traitant fasse à votre place. Le problème, c'est que s'il n'est pas fait, de toute façon, c'est vous qui êtes responsable, donc ça sera dans votre responsabilité de justifier les choses. Donc vous ne pourrez pas vous dire, bah ouais, mais c'est mon sous-traitant. Non, le guide est très très clair sur ce point. C'est l'utilisateur qui reste responsable et qui est censé monter son dossier de modification. Et pour monsieur Yassine Ouaziz, je vous invite à préciser le contenu de la question là, puisque j'aurais peur que sur notre élément de réponse, on tape un peu à côté là. Donc, si vous pouvez faire la précision là sur la modif de la puissance de la lime du détecteur, nous dire exactement qu'est-ce que vous modifiez. Il y a une remarque aussi de Thierry qui nous dit lors de modification de la machine marquée CE, il faut aussi s'assurer que les modifications n'impactent pas les autres directives, autres que la directive machine.
les autres directives, par exemple, compatibilité électromagnétique. Alors oui, en effet, le but de l'analyse de risque, c'est de potentiellement voir quels sont les risques engendrés. Si on apporte par exemple des nouvelles cartes électroniques faites maison, eh ben, il va falloir s'assurer que ce qu'on fabrique et qu'on vient intégrer et modifier pour faire la modification respecte les différentes règles. C'est-à-dire que on vous dit que la directive machine ne va pas s'appliquer. C'est les règles de certification. Et encore, je vous dis des bêtises, parce que si j'intègre des quasi-machines, je devrais avoir une quasi-machine qui a sa déclaration d'incorporation et qui doit répondre à la directive. Si j'importe ou si j'ajoute carrément une machine supplémentaire, eh ben, sur une machine en service, bien sûr, la machine supplémentaire, elle, devra respecter la directive machine et toutes les directives applicables. Si je reviens sur ma petite carte électronique, si je fabrique une carte type variateur maison, eh ben, il va falloir que je m'assure que cette carte qui doit répondre à la directive CEM répond bien à la directive CEM et ne génère pas de champ électromagnétique qui peut perturber les autres équipements ou qui puisse être perturbé par d'autres équipements. Donc forcément, bien sûr, on va analyser l'ensemble des risques. Alors, on parle beaucoup de directives machines, mais c'est l'ensemble des directives produits qui devraient être analysées quand on fait l'analyse de risque. Si je génère des zones ATEX qui n'existaient pas avant liées à ma modification, je vais appliquer la directive ATEX, faire mon zonage, vérifier mes adéquations de matériel, etc. Donc là, apparemment, alors, par contre, si j'ai bien compris, c'est un détecteur d'oxygène. C'est ça, Guillaume? Oui, et donc la modif, c'est passer d'une puissance d'alimentation donc en très basse tension en 24 à de la basse tension en 230. Est-ce que c'est Ouais, considéré mais comme alors une un modif? détecteur d'oxygène, je suis pas sûr que c'est une machine déjà à la base. C'est peut-être un détecteur d'oxygène intégré dans une machine. Il faudrait que ça soit précisé. Si c'est juste un détecteur d'oxygène, c'est pas soumis à la directive machine. Enfin, ça rentre pas dans le cadre de la définition d'une machine. Donc le guide ne s'applique que à la base pour les équipements qui sont des machines. Alors exact, intégré sur un banc, ok. Du coup, oui, si votre détecteur il est intégré dans un banc de test qui est considéré comme une machine, le fait de passer en 24 en 230, c'est une modification à prendre en compte. Donc vous analysez les nouveaux risques. Il y en a des nouveaux électriques, puisque de 24 à 230, vous avez des risques électriques qui sont importants. Donc il faut analyser et pour le coup, mettre en place ce qui va bien pour être sûr que vous n'allez pas présenter des nouveaux risques de contact direct ou indirect sur votre machine. Donc oui, c'est une modif et il faut faire le guide. Alors, est-ce qu'une machine conçue et fabriquée en interne et que nous n'aurons à utiliser qu'au sein de notre propre société de faire une déclaration? Alors, c'est pas lié au guide de modif, mais je vais vous répondre quand même. Clairement, Vous fabriquez. pouvez relire la question en entier parce que les participants ne la voient pas. Ah, pardon, excusez-moi, je croyais que vous voyiez mon écran. Donc, bonjour. Qu'en est-il des machines conçues et fabriquées en interne et que nous n'aurons à utiliser qu'au sein de notre propre société, étant obligés de faire une déclaration de conformité CE, passage du bureau de contrôle, etc. Alors, la directive est très claire. À partir du moment où vous fabriquez et que vous mettez en service un équipement, vous devez respecter la directive, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc, vous fabriquez une machine pour votre propre compte, vous devez respecter la directive machine et apposer un marquage CE, monter votre dossier technique, etc. Bureau de contrôle, ça va être obligatoire que si cette machine est listée à l'annexe 4. C'est-à-dire que vous avez dans la directive machine une liste de machines dangereuses. Voilà, par exemple, Bureau Veritas, on est notifié sur tout ce qui est machine à bois et élévateur de personnel avec un risque de chute de plus de 3 mètres, donc tout ce qui va être nacelle, etc. Donc là, vous êtes obligé de passer par un organisme, que ce soit pour faire une certification CE de type ou pour faire un système contrôle qualité complète. Donc là, il faut passer. Alors même si aujourd'hui, la 2642 a arrondi un peu les angles en disant que si sur ces machines qui sont listées à l'annexe 4, il existe une norme de type C
qui répond à l'ensemble des exigences en termes de risque, vous pouvez passer en contrôle de fabrication interne, ce qu'on appelait avant l'auto-certification, mais n'empêche qu'il faut faire le CE, il faut faire la déclaration de conformité, il faut monter un dossier technique qui devra être gardé pendant 10 ans, comme toute machine qui est fabriquée par n'importe quel fabricant. Voilà, ça c'est obligatoire. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Bon, oui, pas d'autres questions. Non. 14h25. Donc, bon, eh ben, écoutez, on va peut-être clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie tous les trois pour la qualité de cette présentation. Nous restons tous à votre disposition et vous trouverez nos coordonnées à la fin de la présentation qui va vous être envoyée dans les prochains jours. Si vous souhaitez aussi revoir donc, le replay de cette réunion, eh bien, vous la trouverez sur les pages YouTube de la CCI dans quelques jours aussi. Et puis, je vous rappelle que nous vous invitons à renseigner le questionnaire de satisfaction. Vous aurez le lien dans le chat dans les minutes qui viennent et vous pouvez donc nous répondre un peu et nous dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours très utile pour nous et éventuellement s'il y a des sujets que vous souhaiteriez qu'on traite dans les mois qui viennent, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous pour notre dernier webinaire de la série qui sera consacré à la cybersécurité des machines le 24 juin à 13h30. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.